Ça va, vous n'êtes pas fatigué? On peut continuer. Donc, bon, je ne vais pas revenir longuement sur l'histoire parce que je crois que l'intervention sur la Nakba a été particulièrement explicite, exhaustive et pédagogique. Simplement, bon, voilà, se rappeler dans le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes donc 70 ans après les accords de 1948 et ces 70 dernières années ont marqué une étape de spoliation des droits extrêmement importante et de droits les plus fondamentaux qui soient, que ce soit le droit à la terre, que ce soit le droit à l'eau, ou que ce soit le droit à la santé tout simplement. Et nous avons vécu malheureusement sur la question palestinienne la spoliation également d'un droit à l'autodétermination d'un peuple, à se maintenir sur sa terre, et la spoliation du droit international à travers le non-respect de multiples résolutions de l'ONU. Ça, c'est le contexte historique, et ce contexte historique, il a conduit à ce que parmi les prisonniers politiques les plus anciennement emprisonnés maintenant, après la libération, fort heureusement, dans les années 90 de Nelson Mandela, il reste maintenant deux prisonniers politiques parmi les plus anciennement incarcérés dans le monde. C'est Mumia Abu Jamal aux États-Unis et c'est Marwan Marzouki en Palestine. Et donc nous avons maintenant le triste privilège, à travers la question palestinienne, de connaître l'un des plus anciens personnes incarcérées, un des plus anciens prisonniers politiques au monde. Bien sûr, il y a des milliers d'autres hommes, femmes et enfants qui sont régulièrement et actuellement emprisonnés, parmi certains d'entre eux dès le plus jeune âge, puisque un nombre conséquent d'enfants, y compris d'enfants de à peine 10-12 ans, sont incarcérés dans les prisons israéliennes. Et nous connaissons pour la situation la plus récente également la situation particulière d'un autre prisonnier qui a une nature un peu emblématique, en tout cas du combat que nous menons pour la Palestine, qui est Salah Hamouri, avec l'incarcération en son cas d'un franco-israélien, donc d'un ressortissant français, et d'un avocat en outre, qui est incarcéré administrativement, puisque aujourd'hui sa peine judiciaire a été éteinte par son incarcération et qu'il s'agit maintenant d'une rétention administrative. Et ça aussi, c'est une situation qui est particulière au combat pour la Palestine, que d'avoir des personnes qui puissent être jugées, condamnées, effectuant leur peine et maintenues en détention après la fin de leur peine. Pour celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire française, ça rappelle malheureusement les heures les plus sombres du bagne en France, puisque c'était à peu près la seule époque où dans notre pays on pouvait être maintenu en détention après avoir purgé sa peine. Ça montre l'état et la nature du régime du gouvernement israélien aujourd'hui. Donc on l'a dit, 70 ans de spoliation des droits, un morcellement sans cesse plus important, quotidiennement plus important du territoire palestinien, au point que l'on en soit aujourd'hui à une situation de se poser la question du devenir même du territoire palestinien, et qu'on assiste probablement de fait à une opération de purification ethnique visant à la disparition même d'un peuple. Je ne vous refais pas les schémas, les dessins que vous avez tous en tête entre 1948, 1967 et aujourd'hui. Mais c'est important de se remémorer cette situation simplement pour se poser la question de ce qui se passe aujourd'hui et du dernier épisode de violence auquel nous assistons à travers la répression extrêmement violente et extrêmement sanglante qui est faite aux manifestations pour la Nakba. Parce que il serait faux de penser que les Palestiniens sont en train de tomber à la frontière israélo-palestinienne. Car ce n'est pas une frontière. Ils sont en train de tomber au mur de séparation, érigé par le gouvernement israélien, en parfaite négation du droit, et que donc, alors qu'ils tombent, alors qu'ils ne s'approchent même pas, ou qu'ils s'approchent à jet de pierre de ce mur de séparation, en réalité, ils s'approchent
d'un mur de séparation qui n'a pas d'existence légale, et donc ils sont en train de mourir, assassinés par des snipers israéliens, alors qu'ils sont sur leur terre, de part et d'autre du mur. Et donc ça, c'est la dernière étape à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. La dernière étape en date, car malheureusement, nous pourrons imaginer qu'elle ne sera pas la dernière étape, eu égard à l'atonie de la communauté internationale et au fait que l'ONU soit dans la capacité aujourd'hui de se faire entendre face à un gouvernement américain qui soutient bec et ongle le gouvernement israélien et face à une opinion publique internationale qui, pays arabes compris, ne se mobilise pas pour la question palestinienne. Car, pour les plus anciens d'entre nous, il y en a un certain nombre dans cette salle, nous n'oublions pas que la répression elle a eu lieu aussi de la part des pays arabes sur les réfugiés palestiniens à de nombreuses reprises dans l'histoire qui ont ponctué ce conflit. Voilà la situation de fait à laquelle nous sommes confrontés, et comme si cela ne suffisait pas, comme si ces 88 morts d'aujourd'hui, ces 2000 blessés, comme si ces plusieurs centaines de morts depuis 8 manifestations et ces plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de blessés ne suffisaient pas, nous assistons aujourd'hui à une opération de propagande qui est particulièrement diffamatoire puisqu'elle vise à nous expliquer que si nous combattons pour le droit du peuple palestinien, c'est parce que nous sommes des antisémites. Et c'est quand même une particulièrement triste ironie de voir aujourd'hui les bourreaux érigés en victimes et les victimes érigées en extrémistes. C'est aussi un élément particulier de cette situation qui existe dans ce territoire palestinien. Alors bien sûr, pour en venir à la partie action, car nous ne sommes pas là que dans le constat, il nous arrive à un nombre d'entre nous d'alterner avec des moments de découragement ou des moments, je dirais, d'exaspération qui pourraient nous conduire à des formes d'action qui dépassent de l'action non violente. Et bien évidemment, il est de mon devoir de représentant institutionnel que d'appeler à la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous pour ne tomber ni dans le désespoir, ni dans une action armée qui sont deux faces de décrédibilisation de la cause palestinienne, l'un comme l'autre, et qui sont les pièges dans lesquels la politique israélienne tente de conduire l'opposition palestinienne, le découragement ou la radicalisation qui conduisent à la répression et qui légitiment la répression. Alors bien sûr, en tant que citoyens et en termes de réponse à la situation, nous devons de participer à tous les outils qui nous permettent de lutter contre cette situation. Et la question du boycott est une question particulièrement importante dans ce contexte. Les plus anciens d'entre nous savent encore ici qu'il a fallu le boycott pour faire tomber le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et que le boycott est une manière d'attaquer à la cause économique, je dirais au fondement économique d'un pays et donc d'un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement israélien, qui à ce titre-là, la campagne de boycott est une campagne ô combien importante et ô combien efficace. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est tant décriée, elle est tant criminalisée, elle est tant réprimée verbalement pour ceux qui la pratiquent, pour celles et ceux qui la pratiquent. Donc, bien évidemment, solidarité totale et entière à ceux qui, à Montreuil comme ailleurs, l'amènent. Et puis, en tant qu'institution, puisque là, c'est un peu plus mon rôle, je salue au passage les élus de Nanterre qui nous ont rejoints dans la salle, puisque ça veut dire que nous avons une ville de plus représentée ici à Montreuil. Merci Montreuil de nous faire partager un jour de grève des cheminots, la possibilité de venir à Montreuil et de ne plus pouvoir en repartir. Mais voilà, donc en tant qu'institution, notre responsabilité, nous, de ville, c'est aussi d'informer, d'éduquer, de conscientiser, et ce, dans un temps long. Car c'est la meilleure manière de lutter contre le désespoir, ou en tout cas l'impression un petit peu de lutte
dont on ne voit jamais la fin, hein, à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, avec ce sentiment parfois de se retrouver dans une situation encore plus grave aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être hier. Oui, on est dans un temps long. Ce n'est pas le premier combat dans l'histoire qui nécessite un temps long. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre nous ne verront pas l'issue de ce combat. Mais comme d'autres dans l'histoire n'ont pas vu l'issue de leur combat, nous sommes actuellement en pleine phase de célébration et de commémoration des abolitions de l'esclavage, toute proportion gardée, bien évidemment, en toute chose, un parallèle est possible, mais a aussi ses limites. De nombreux combattants pour l'abolition de l'esclavage, de la première abolition, en 1792, n'ont pas vu l'abolition de 1848. De nombreux combattants de la lutte anti-apartheid n'ont pas vu l'issue de la lutte anti-apartheid. De nombreux combattants de la lutte contre pour des combats comme l'Irlande ou d'autres combats d'émancipation n'ont pas vu l'issue de leur combat. Je cite cette lutte pour l'Irlande simplement parce que je suis breton et qu'elle m'intéresse effectivement, et parce que nous commémorons également il y a quelques jours la mort de Bobby Sands, pour ceux qui ont ce souvenir également. Donc, notre rôle d'institution et notre rôle d'adulte, c'est d'exprimer en direction notamment des jeunes générations que nous n'abandonnerons pas ce combat et que le temps qu'il faudra, nous continuerons à le mener, et que le temps qu'il faudra, nous continuerons à empêcher la banalisation de cette oppression et de cette occupation par le gouvernement israélien de la terre palestinienne. Cela commence bien évidemment par l'interruption du processus de colonisation. Cela se poursuit bien évidemment par le droit au retour pour tous les réfugiés, tous les expatriés de la Nakba, de cette catastrophe de 1948. Mais en tout état de cause, moi, le message que je souhaite vous adresser, parce que c'est celui que nous menons à Grigny, comme dans beaucoup d'autres villes de France, c'est que nous utilisons tous les moyens éducatifs, culturels, citoyens, chaque mesure, chaque possibilité d'accueillir une délégation, un groupe de musique, un groupe de jeunes, de permettre à des enfants palestiniens d'échapper aux jougs et à l'oppression qu'ils vivent dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza, que chacun de ces combats, que chacune de ces petites marques de résistance que nous menons, nous avons pour volonté de les poursuivre, de les amplifier, et que moi en tout cas, je ne doute pas du caractère irrémédiable du combat que nous menons, et je nous souhaite à tous et à tous de le voir victorieux demain.